te fais cette vidéo avec une allergie, un rhume, quoi que ce soit, une envie permanente d'éternuer, mais on tient la régularité des contenus, on y va. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler dynamique de communication, dynamique de visibilité. Qu'est-ce que tu rends visible? Pourquoi? Comment tu communiques? En fait, c'est quoi les enjeux là-dedans? Qu'est-ce qu'on cherche au juste quand on communique sur son offre? Qu'est-ce qu'on cherche quand on communique sur sa proposition? On cherche à provoquer quoi chez l'autre? Ça va être la première question. Parce que pour moi, quand on commence à dire oui, je communique pour trouver des clients, je communique pour obtenir de l'argent, je communique pour que les personnes elles achètent mon offre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? D'une, parce que y a du monde autour de toi. On ne peut pas dire qu'il y ait un seul marché où tu sois tout seul dans ton petit truc à proposer ton service dont personne n'a encore entendu parler. À moins que tu sois sur vraiment un secteur hyper innovant, sur quelque chose qui est sur un nouveau besoin ou qui crée un besoin. Tu vois, tu peux sortir quelque chose d'absolument nouveau et innovant et être tout seul au milieu d'un no man's land, mais c'est assez rare en général. Les personnes que j'ai en face de moi sont sur des marchés ultra concurrentiels, certes en plein développement, avec une demande grandissante, parce que dans l'accompagnement notamment, on va avoir une demande qui est en augmentation, mais on a aussi un raz-de-marée de professionnels qui arrivent pour répondre à cette demande. Donc il y a beaucoup de choix en fait. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, ce choix est à disposition. On est dans un supermarché permanent d'offres d'accompagnement. Donc c'est mignon d'arriver avec je veux communiquer pour vendre mon offre, mais tout le monde est là pour communiquer, pour vendre son offre. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre? Et vraiment, je t'invite à... C'est quelque chose que je répète beaucoup, mais je t'invite à te concentrer dans ta manière de communiquer, dans ta manière de présenter ton offre, dans ta manière de penser ton offre, dans ta manière même de penser ton service, à te concentrer sur ta différenciation. Qu'est-ce qui fait que ça change la donne par rapport à tout le choix qu'il y a autour? Parce que souvent, je vois des personnes qui soit regardent autour pour se comparer, et c'est un automatisme, elles ne cherchent pas à se comparer, mais elles regardent autour et automatiquement, ça crée une crispation. Et du coup, on a tendance à fermer les yeux finalement et à se dire, si je me coupe de ça, je vais pouvoir être bien dans mon monde et arrêter d'être dans la comparaison et puis arrêter de me bouffer mon estime, de perdre confiance, de douter. Alors que la concurrence, ça peut être un vrai marchepied pour pouvoir repenser ta communication, repenser tes services, repenser ce que tu fais. Je pense que je vais faire 2 vidéos sur le sujet. Il va y avoir celle-ci où je développe la dynamique de communication que tu peux mettre en place, donc les différentes étapes de réflexion par lesquelles tu peux passer pour construire une communication qui a du sens, pour savoir pourquoi en fait tu dis des trucs. Pourquoi t'es là à déblatérer des trucs sur les réseaux? Ça sert à quoi de créer du contenu? Et ça a quel sens par rapport à l'autre en fait? Par rapport à la dynamique de toi plus l'autre qui t'écoute. Ça, ce sera la première vidéo, c'est celle que je développe ici. La deuxième, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre des exemples concrets. Comment tu peux t'appuyer sur la concurrence pour pouvoir mener la réflexion sur qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu veux amener, c'est quoi ta spécificité, c'est quoi ta plus-value. En fait, de t'appuyer sur la concurrence pour faire exactement l'inverse de ce que ton système va faire automatiquement, c'est amener une comparaison saine dans laquelle t'es pas en train de t'écraser sous prétexte que les autres ont une certaine forme de réussite, une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de charisme, et de te dire oh, je serai jamais à la hauteur, mais au contraire utiliser ça comme marchepied pour pouvoir poser ta singularité et pour pouvoir accentuer ton sentiment d'être unique et irremplaçable. Ça, ce sera la deuxième vidéo. Parce que je pense que tu as remarqué, j'ai tendance à tout mettre dans le même contenu, à avoir envie de tout dire sur un sujet au même endroit et ça devient parfois un petit peu imbuvable. Donc j'ai envie de créer des contenus plus lisibles, plus concis et plus focus. Donc aujourd'hui, on parle dynamique de communication. Je vais faire souvent ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'appuie sur mon schéma magique, la dynamique de la relation absolue. C'est un schéma que j'ai mis quasiment 1 an à concevoir, qui part d'une réflexion sur c'est quoi la relation à l'autre, et qui étend cette réflexion à en fait toutes les zones
dans lesquels on est dans une dynamique de communication. C'est vraiment le truc que j'ai développé en 2023 et je me base sur ce schéma pour quasiment toutes mes réflexions maintenant, notamment en matière de communication, mais en matière de livraison d'offres aussi, en matière de qu'est-ce que je fous sur cette planète, donc réfléchir à son incarnation, réfléchir à qu'est-ce qui me motive, réfléchir à dans quelle direction je vais. En fait, tout se trouve dans ce schéma. C'est vraiment, quand j'appelle ça dynamique de la relation absolue, c'est parce que pour moi, on est sur Terre, tu vois, pour être en relation. Et incarnation égale mise en relation avec l'humain. Et il y a vraiment ça. Et mise en relation avec soi-même, son humain, et mise en relation avec les autres humains. Et il y a vraiment cette dynamique qui tourne autour d'un point central qui est le lien, qui n'est pas que le lien, mais on en parlera un autre jour. D'où ce petit geste. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'intéresse à la partie haute du schéma. Et la partie haute du schéma, c'est quoi? C'est la partie du visible. C'est ce que tu rends visible. C'est ce que tu vas émaner. C'est ce que tu vas poser de manière à ce que ça ait un impact dans la matière, que ça ait un impact pour les autres, que ça ait un impact dans qu'est-ce que tu construis. Donc là, on n'est plus dans la partie introspective. On n'est plus dans la partie je fais bouger en interne. On est dans la partie je pose pour le monde. C'est ça que signifie ce geste en fait, parce que là on va cheminer pour comprendre c'est quoi cette dynamique de visibilité et cette dynamique de transmission au monde de ce que tu as envie d'apporter. Donc la première chose que j'ai envie d'amener, qui est pour moi centrale, c'est cette question de différenciation. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu quand tu communiques sur tes services, si tu es un tant soit peu animé? Et en général, les personnes qui viennent vers moi, c'est ça. Il y a une vraie ambition de poser quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui répond à mes valeurs, quelque chose qui est aligné, centré avec un sens de la mission. Les personnes avec lesquelles je travaille, c'est des personnes qui sont sorties d'un système qui ne leur convenait pas, qui souvent en sont sorties violemment, ou en tout cas vraiment qui ont posé un « non, ce n'est plus négociable. Maintenant, je vais travailler quelque part où ça a du sens pour moi et où j'ai l'impression de faire quelque chose qui est utile, quelque chose qui veut dire quelque chose pour moi, en fait, qui n'est pas une espèce de système absurde que je dois reproduire aveuglément. Maintenant, j'en ai marre, je donne du sens, c'est moi qui maîtrise, qui décide où je mets les pieds et pourquoi je fais les choses. Et dans cet état d'esprit-là, en fait, on arrive et il y a un peu ce truc de tout est possible, on peut tout poser et ça y est, c'est moi qui suis en maîtrise, je suis indépendant, je suis entrepreneur, je crée mon propre job. Ok, mais ça c'est mon délire avec moi-même. Comment je transmets à l'autre qu'il a tout intérêt à passer par moi? Eh bien je pose ma spécificité, je pose ma différence. Encore faut-il 1. La connaître, y toucher, y goûter. 2. Avoir suffisamment confiance en elle, avoir confiance en sa spécificité, en sa plus-value. Et 3. Savoir l'exprimer pour l'autre, savoir la rendre lisible, savoir dire à l'autre de manière à ce qu'il l'entende et de manière à ce qu'il y croit. Voici ma différence et voici pourquoi. C'est une plus-value de dingue pour toi. En fait, quand tu communiques, la première chose que tu fais, c'est faire en sorte que l'autre se reconnaisse dans ta spécificité. Alors je l'ai dit souvent, j'ai dit plusieurs fois, voilà, faire en sorte que l'autre se reconnaisse dans ce que tu partages. Mais là, je trouve que c'est plus précis, c'est une manière vraiment plus précise de le dire et ça connecte des points qui sont importants pour moi. Faire en sorte que l'autre se reconnaisse dans ta spécificité, précisément. Pas qu'il se reconnaisse vaguement dans ton discours et tout, parce que finalement, ça, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui vont arriver à le faire, à fédérer autour d'une notion qui correspond au point de vue de beaucoup de monde, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Tu regardes, par exemple, dans l'accompagnement, tu vas fédérer assez facilement sur le fait qu'il y en a marre des promesses à la con, qu'il y en a marre de se faire arnaquer par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui sont incapables de s'adapter à la personne en face. Tu fédères facilement sur des idées comme ça et j'en parle aussi parce que je trouve que c'est important d'en parler. Mais ça, c'est des idées générales. C'est pas des idées qui vont raccrocher la personne à qui tu es vraiment, à ta différence, à ta spécificité. Et ça n'a rien à voir, tu vois, parce que la personne qui se reconnaît dans évidemment, il y en a marre qu'il y ait des offres de merde avec des promesses complètement mensongères, oui, on peut tous être d'accord avec ça. Mais si la personne arrive et qu'elle se reconnaît dans cette personne, a une vision du monde qui, à cet endroit précis-là, par exemple sur le lien à la nature, voilà, cette personne a une vision du lien à la nature qui correspond précisément à ce qui m'anime moi. Là, c'est une reconnaissance d'individu à individu. Ça crée beaucoup plus de proximité. Le lien est beaucoup plus intime. Ça crée, on va le voir après, de la confiance solide.
Parce qu'il y a une reconnaissance qui est spécifique et intime, proximale, j'ai envie de dire. Et c'est pas du tout la même forme de reconnaissance. C'est ça que tu veux créer dans ta communication, ce sera mon premier point. Maintenant, pour provoquer cette reconnaissance, tu vas voir, en fait, on a un fil et on va tirer le fil jusqu'au bout. Pour provoquer cette reconnaissance, encore faut-il l'incarner. Là, on est ici, dans mon schéma. Incarner, c'est quoi ? Je vais faire court sur le sujet, parce que ça pourrait faire une vidéo entière sur c'est quoi la définition d'incarnation. C'est une notion qui m'est très très chère. Pour moi, c'est la manière dont je te transmets, la manière de communiquer en fait. C'est par l'incarnation, à travers ce qu'on peut faire rentrer dans la case personal branding, mais qui pour moi va bien au-delà. C'est comment à la fois je rends visible qui je suis et à la fois je deviens ce que je rends visible. Et il y a vraiment ce mouvement circulaire, un cycle vertueux, ce mouvement circulaire entre qu'est-ce que je pose dans le visible, qu'est-ce que j'offre à l'autre en fait, comme image symbolique. Et comment moi je me nourris de cette image symbolique pour pouvoir devenir de plus en plus ce que je veux incarner comme symbole. Donc il y a vraiment un mouvement de transformation personnelle pour moi dans cette histoire d'incarnation. Et tu peux clairement, très clairement, utiliser le personal branding pour ton développement personnel et utiliser ton développement personnel pour élever ton personal branding. Les deux vraiment dans un mouvement comme ça hyper vertueux. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années, donc ça se base sur vraiment une expérience. C'est pas une espèce de théorie bullshit, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'ai schématisé à partir de ma propre expérience et à partir de faits concrets. Comment je deviens ce que j'incarne. Donc la chose que je veux que tu retiennes là-dessus, c'est que en fait, incarner un message sur les réseaux sociaux ou incarner un message dans la communication de ton entreprise, c'est avant tout être symbole. C'est être le symbole de quelque chose. Et c'est justement être le symbole de ce dans quoi tu veux que les personnes se reconnaissent. Donc la question pour incarner ce symbole-là, c'est comment je vais modéliser cette spécificité, cette différence que je veux transmettre. Comment je vais modéliser cette vision qui diffère de la vision de la majorité, qui diffère de la vision à laquelle finalement les personnes peuvent avoir accès partout ailleurs. Comment je modélise ça ? Je deviens modèle de ça. Et là, il s'agit de donner des repères aux personnes en fait. Tu es symbole. Un symbole, c'est un repère. C'est quelque chose à quoi on s'accroche pour comprendre une notion. Et pour que cette notion non seulement s'ancre dans notre esprit, mais qu'on puisse l'intégrer, la faire infuser finalement dans notre quotidien, dans nos actions. Quand tu as par exemple la croix, c'est un symbole ultra fort parce qu'il renvoie à quelque chose de très puissant. Il renvoie à un sentiment, il renvoie à des expériences, il renvoie à des textes sacrés, il renvoie à quelque chose qui est à la fois dans l'inconscient collectif, à la fois dans l'inconscient individuel, à la fois dans l'histoire consciente qu'on a appris, qu'on s'est transmise. Il y a énormément de choses, il y a des millénaires d'histoires dans ce symbole. C'est hyper puissant. Ce qui fait que dès qu'une croix apparaît, ça provoque des choses. Une croix peut être intégrée dans le quotidien comme un symbole auquel on se raccroche. Et c'est le cas pour tous les symboles religieux, mais pas que. Aussi les symboles spirituels, évidemment, si tu as un yin et yang, ça va être un symbole différent en fonction des personnes, en fonction de leur expérience, mais c'est pareil, c'est un truc hyper universel, hyper fort. Et j'ai parlé plusieurs fois, en termes de communication visuelle, de comment tu peux créer tes propres symboles. Développer ton propre univers et donner des repères aux personnes qui te suivent sur ton identité. Mais là, on est sur une partie un peu différente, c'est être soi-même le symbole de. Donc en fait, ça va être par ta posture, par ton langage, par ton choix d'intonation, la manière dont tu t'adresses aux autres, la manière dont tu réagis quand on te remet en question. En fait, tout ça est pensé en fonction de ce que tu as envie de symboliser, ce que tu as envie d'incarner. Ta posture, c'est pas uniquement je vais être moi-même, point. Ça veut dire quoi être soi-même ? Ça ne veut rien dire être soi-même. On a tous, sans exception, grandi
en portant un certain nombre de masques, un certain nombre d'adaptations à notre environnement, d'adaptations aux personnes qu'on a en face. Je dis et je redis qu'on ne parle pas pareil tous. On ne parle pas de la même manière à son boulanger, à sa maman, à son enfant, à son meilleur ami. On ne parle pas pareil en fonction de la personne qu'on a en face. On s'adapte à son environnement et à son interlocuteur. Donc il ne s'agit pas de dire non, pour être moi-même, il faut surtout que je ne change rien. Il y a des choix à faire, des choix de posture, des choix de réaction, des choix de langage. Et la manière dont tu agis, la manière dont tu communiques avec l'autre, que ce soit une personne ou que ce soit une audience, c'est un choix. C'est le choix de qu'est-ce que j'incarne et de qu'est-ce que je symbolise. Comment est-ce que tu incarnes? Eh bien, tu modélises ce que tu as envie de transmettre. Si tu as envie d'incarner la bienveillance, c'est quoi ton modèle de bienveillance à toi? Spécifiquement, pas le modèle flou de bienveillance. Toi, c'est quoi ta manière d'être bienveillante? C'est quoi ta définition d'être bienveillant? Et c'est rigolo que je choisisse ça parce que moi, on vient me chercher des fois sur le sujet parce que je peux être un peu brute, un peu cash dans mes contenus, ce qui est assez rigolo parce que je le suis finalement assez peu en présentiel. Des fois, on est un peu décontenancé, tu vois, des personnes qui finalement arrivent avec une certaine peur de m'aborder et se rendent compte que je suis une espèce de petit agneau en présentiel. Attention, ça bouge, je pense que le côté cash est en train de déteindre, tu vois, par ce mouvement d'incarnation, est en train de déteindre sur moi aussi. Et c'est pas plus mal. Mais ma manière d'être bienveillante à moi, c'est aussi ça, en fait. C'est de taper là où j'ai l'impression, le sentiment, la conviction que ça doit bouger. Et pour moi, ma définition de la bienveillance, elle passe par une certaine forme de violence dans l'intonation. C'est ma définition spécifique de la bienveillance. Et tu vois, c'est comme ça pour tout. Modéliser, déjà, c'est comprendre, ça veut dire quoi pour toi, ce que tu veux incarner. Et ça passe par deux choses. Ça passe par une balance entre la transparence et la vision. Je m'explique. Dans transparence, c'est que moi je prône une communication dans laquelle tu livres un maximum de choses, y compris sur tes vulnérabilités. C'est super important pour moi et cet équilibre entre livrer ses vulnérabilités, même ses fragilités, même ses peurs, en transparence, tu peux dénouer beaucoup de choses que tu n'oses pas dire dans ta communication simplement en annonçant, voilà, ça c'est challengeant pour moi. Maintenant que vous êtes au courant que c'est challengeant, je vais pouvoir y aller. Parce que vous ne me regardez pas avec le même œil. Et je dénoue le jugement imaginaire que je pense que les autres vont avoir. Parce que je leur annonce, je sais que je vais peut-être être jugée là-dessus. C'est pas confortable pour moi, mais j'y vais quand même. Et du coup, ta posture, en fait, elle fait s'écrouler le jugement en face. Parce qu'un jugement qui ne peut pas t'atteindre parce que tu es au courant qu'il est là, il s'effondre sur lui-même. Ouais. Donc il y a cette forme de transparence, de vulnérabilité qui permet aussi à l'autre de se reconnaître en toi. Et de l'autre côté, dans la balance, il y a la vision. Ce que j'appelle la vision, c'est cet endroit en toi qui croit au grandiose et qui croit à la possibilité de faire un truc de dingue. C'est vraiment qu'est-ce que toi tu vois qui te paraît quelque part être de la folie pure, mais en même temps t'aimerais tellement qu'on y aille. Et finalement, t'as tellement envie d'y croire, t'as tellement envie de mettre ta foi là-dedans, que tu vas communiquer dessus. Que tu vas partir du principe que oui, c'est possible, que oui, on va vers là. Et qu'en tout cas, toi, tu vas dans cette direction, aussi folle soit-elle. Tu vois, c'est vraiment ce truc entre la vulnérabilité et le grandiose. J'en parle un peu dans mon podcast de mardi dernier. Ah non, c'est pas le podcast de mardi dernier, c'est celui que j'ai écrit mardi pour mardi prochain. Donc certainement dans le podcast de mardi prochain, il va y avoir ce sujet-là. Comment dans tes contenus amener à la fois du vulnérable, à la fois de la force et comment équilibrer les deux, comment jouer avec les deux pour créer ce contraste qui va faire mouche, tu vois. Et comment allier ça avec une notion de sincérité finalement. Bon, je développe pas ici, mais tu verras ça dans le podcast de mardi. Bon là, on a fait cette première partie, on est sur notre axe, on a parlé de comment la personne va se reconnaître en nous, comment est-ce que j'incarne, comment est-ce que je suis symbole de ce que je transmets, comment je modélise ça avec une balance entre la transparence et la vision. Et ensuite, en fait, on va arriver sur une autre partie qui commence à se tourner vachement plus vers l'autre, qui est moins tournée sur ok, c'est quoi ma posture, comment je me positionne, mais qui est beaucoup plus tournée sur qu'est-ce que concrètement je vais
placée dans le système de l'autre. Qu'est-ce que je lui balance à la figure, quoi, en gros? Parce que on veut pas uniquement que la personne se reconnaisse. Pas uniquement. Ça, c'est le premier mouvement, mais il n'est pas suffisant pour aller vers ce qu'on cherche, c'est-à-dire convertir les personnes, qu'elles accèdent à notre offre, qu'elles comprennent qu'elles peuvent s'engager avec nous. Je veux pas juste que la personne se reconnaisse, je veux aussi qu'elle soit inspirée. Pourquoi? Parce que je veux provoquer chez elle l'élan de se bouger le cul, en gros. C'est vraiment petit résumé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ta contribution et le fait de convertir la personne pour qu'elle s'engage sur ton offre, les deux vont de pair. C'est pas des choses qui entrent en collision, qui se contredisent. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas deux choses qui se contredisent. Et là, je m'adresse aux accompagnants qui sont dans le soin, qui sont dans le thérapeutique notamment, qui sont dans des accompagnements autour de la santé, qui sont vraiment dans ce truc de service, quoi. Service à l'autre, service de proximité, très dans l'humain. Toutes ces personnes-là, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans une dynamique de contribution, et oui, j'en parle en boucle dans mes contenus en ce moment, mais c'est important parce qu'il y a quelque chose à dénouer ici. La contribution n'entre absolument pas en contradiction avec la vente. La contribution n'entre absolument pas en contradiction avec la conversion client. En fait, la forme de ta contribution à cet endroit de ta communication-là, ça va être je donne à mon prospect l'occasion de reprendre sa vie en main. Je fais en sorte de l'inspirer de telle manière qu'il sorte de son état de passivité, qu'il sorte de sa léthargie, qu'il sorte en fait de ce truc de fatalisme, d'impuissance, où il croit qu'il va rien pouvoir changer finalement. Je fais en sorte de lui donner les armes pour qu'il puisse changer sa situation. Parce que si je me place dans une espèce de posture de service mou qui soulage quelque part, tu vois, quand les personnes se reconnaissent dans ce qu'on partage et point barre, c'est soulageant. Je ne suis pas seule, je suis compris. On est plusieurs à penser ça. Ça fait du bien, ça soulage, ça se pose, tu vois. Il y a une espèce de truc de panique qui s'arrête comme ça. Ah, je ne suis pas seule. Mais il se passe rien derrière. C'est soulageant, mais il se passe rien derrière. Et est-ce que c'est ça qu'on veut pour les personnes qui nous suivent? On veut qu'elles soient autour de nous à graviter pour soulager leur mal-être tout en restant dans un mode de vie qui ne leur convient pas? Ou est-ce qu'on veut qu'elles se bougent pour changer les choses? Parce que finalement, notre service, c'est ça qu'il propose. Il propose de changer quelque chose. Il propose de prendre un virage. Il propose de prendre en main sa propre transformation. Et ça, tu ne peux pas le faire à la place de l'autre. Tu ne peux pas le forcer à aller dans ton offre si ça ne vient pas d'un engagement de sa part, d'une prise de responsabilité de sa part. Donc ta responsabilité à toi, c'est pas d'attendre passivement que la personne prenne en main le changement qu'il veut voir s'opérer dans sa vie. Ta responsabilité, c'est de provoquer l'envie de changer. Là, maintenant, tout de suite. Parce qu'il y en a assez de cette situation. C'est ça que j'appelle inspirer en fait. Et on pourrait traduire ça par provoquer des prises de conscience. Provoquer des prises de conscience dans sa communication. En fait, être suffisamment fort, suffisamment impactant, bouger suffisamment le système interne de ton audience pour qu'elle se dise « Oui, j'ai envie de bouger. Oui, putain, j'ai l'énergie qui monte là. Et j'ai envie que ça change. » Et là, je me sens prêt. On peut aussi appeler ça éduquer l'audience, mais j'aime moins cette partie-là. Je trouve que éduquer l'audience, souvent, ça parle de... ils n'ont pas du tout conscience de ça, et du coup, on va les prendre de très loin et puis leur apporter plein de petits bouts de conscience jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette maturité. Moi, je suis plus partisane de, en fait, directement s'adresser aux gens qui sont matures, mais c'est pas parce qu'ils sont matures pour bénéficier du changement que tu proposes qu'ils ont, comment on appelle ça? Ouais, qu'ils ont l'étincelle, qu'ils ont eu le déclencheur, qu'ils ont déjà en fait cet élan de mouvement et ce qui va les faire passer, tu vois, au-dessus du mur, qui les empêche d'avoir le courage d'y aller. Et pour ça, c'est inspirer suffisamment pour mettre le système de l'autre en mouvement. C'est ça le but de ta communication. Reconnaissance, inspiration. Reconnaissance, on va en parler juste après. Ouais, on va en parler juste après. Parce que si juste je réunis des personnes qui s'auto-congratulent d'avoir les mêmes avis, les mêmes opinions, d'être d'accord les uns avec les autres, et qui sont autour de moi en disant « elle a raison, elle a raison, elle a raison », mais que rien ne bouge,
ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, en tout cas, par rapport à ce que moi je prône quand je suis en accompagnement, par rapport à ce que je prône dans tous mes contenus, c'est qu'on est là pour faire bouger les choses. Et que si on croit tous ensemble qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais que ça ne bougera pas parce qu'on n'a aucun impact sur le monde, nous, petites choses, pauvres petits mortels, par rapport aux grands puissants méchants qui sont en haut, si on est dans cette optique-là, alors je vois pas à quoi ça sert en fait d'être dans l'accompagnement, de balancer, ouais, on peut balancer des opinions à foison et se dire qu'on fera jamais rien bouger. Une part de moi qui est encore comme ça. Et je pense que si aussi je communique là-dessus aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de dire à cette part de moi, non, bien sûr que oui, tu peux faire bouger les choses. Et j'ai envie d'y aller, quoi. Ça sert à rien d'être là à déblatérer des trucs si on fait rien changer. Et ça commence par faire changer les choses dans sa vie individuelle. Et par effet domino, tu vois. Plus d'impact, plus d'impact, plus d'impact, plus d'impact. Plus de monde avec plus d'impact. Et moi je crois à ça, je crois à ce mouvement domino qui part de l'individuel et qui s'inscrit dans le collectif peu à peu. Donc je crois qu'on est là pour créer cet effet domino et créer un mouvement qui prend de l'ampleur. Maintenant, comment faire? Comment faire pour inspirer suffisamment de manière à ce que ça mette le système de l'autre en mouvement? Et là, on a une petite balance aussi, on a une petite balance qui est la transmission. Une autre notion que je ne vais pas développer en long, en large et en travers ici, mais que j'ai pas mal exploré je crois que c'était il y a 2 ans et demi, où vraiment j'ai eu une phase sur ça. Qu'est-ce que c'est que la transmission? Et là, on va faire une balance entre empathie et transformation. Pourquoi je commence par empathie? Parce que en fait, il faut bien comprendre que la communication commerciale, ça n'est rien de plus que la même dynamique qui se passe dans un dialogue entre deux personnes. Tu croises ton voisin dehors, tu croises un ami, tu reçois un ami pour aller boire un verre, et en fait, il va se passer la même dynamique de communication exactement que ce que tu peux poser pour une communication même massive auprès de milliers de personnes. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la forme qui change, il y a des codes qui changent, voilà, tout ça. Tous ces éléments-là du petit comment on va appliquer les choses. Mais les dynamiques fondamentales restent les mêmes parce que c'est une communication d'humain à humain. Un humain qui émet, un humain qui reçoit. Si on imagine qu'on est les petites radios qui envoient des ondes, qui reçoivent des ondes, tu vois. On a des échanges comme ça. Ces échanges-là, en fait, fondamentalement, fonctionnent exactement de la même manière, soit à petite échelle ou à grande échelle. Donc on peut dire, à peu près grossièrement, que ça fonctionne avec, d'un côté, l'écoute active, très important, l'écoute active, qui souvent est complètement zappée. Cette étape est complètement zappée. Et de l'autre côté, on va avoir le transfert d'expérience. Ça, pour moi, c'est la base de la communication humaine entre deux individus. Écoute active, transfert d'expérience. Pourquoi écoute active? Parce que c'est l'étape, en fait, dans laquelle tu vas pouvoir, à la fois on va parler plus orienté vente, tu vois. Mais évidemment, il y a la partie je comprends l'autre, je saisis ce qui se passe pour lui, je vais pouvoir répondre à ses vrais besoins, tout ça. Voilà, on est des gentilles personnes qui ont vraiment envie de comprendre l'autre. Mais là, si j'oriente vraiment vente, l'écoute active, c'est la partie où tu vas gagner la confiance de l'autre. En gros, c'est le moment où lui, il va entendre « je te vois, je te comprends, je sais ce que tu traverses, je t'estime tel que tu es. » Et je t'estime avec ce que tu vis. Et je t'accepte avec ce que tu vis. Voilà, je te vois. Et il y a vraiment besoin de cette étape, en fait. Cette étape, elle est primordiale pour que la personne se sente considérée. Une personne qui se sent considérée va pouvoir relâcher sa méfiance et entrer en lien avec toi, vraiment. Et quand elle entre en lien avec toi, elle t'accorde sa confiance. En partie ou totalement, ça c'est une autre question. Mais elle t'accorde une part de ça. Confiance. Et ça, c'est non négociable pour passer à la suite. Si la personne ne te fait pas confiance, elle ne va jamais acheter chez toi. Logique. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne vas pas écouter ce qu'elle a à te donner comme piste, comme direction, comme possibilité d'en sortir. Tu vas tout remettre en question, tu vas être méfiant, tu vas prendre tout avec des pincettes, tu vois. Alors que si tu lui accordes ta confiance, là, il se passe quelque chose qui peut aller vers du transfert d'expérience. Dans les communautés traditionnelles, il y a vraiment ce truc où tu en es dans la hiérarchie sociale, tu as quel rôle dans la société, tu as quel rôle dans le groupe qui fait qu'on va te faire confiance sur telle ou telle chose. Et en fonction de ton statut, eh bien on va venir te voir pour telle ou telle problématique, parce que le collectif te fait confiance, parce que tu as ce rôle-là, tu as cette place-là. Et de par ce rôle, en fait, tu vas bénéficier de la confiance des autres pour transférer ton expérience au groupe. Là, c'est exactement pareil.
c'est comment est-ce que tu prends un rôle, une posture, une position sociale dans le groupe, donc sur ton marché, qui permet aux autres de te faire confiance. C'est pour ça que les figures qui sont installées depuis longtemps, qui ont beaucoup de témoignages, qui bénéficient de retours de leur père, qui sont de leur père PAIRS, élogieux, tu vois. Tout ça, qui fréquentent des personnes qui sont reconnues elles-mêmes. Tous ces trucs-là jouent dans ta réputation est importante, tu vois. Ta réputation est importante. Faut aussi ouvrir les yeux là-dessus. Pourquoi elle est importante? Non pas parce que forcément tu as envie de te nourrir au niveau égotique et tout, mais si c'est le cas, ouvre les yeux là-dessus aussi, bordel. Et c'est ok. Si je sais que je suis en train de nourrir mon ego, bon, je le sais. Peut-être j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie, à une autre phase, donc je me dis je vais faire évoluer ça. Peut-être que ça me dérange pas et que je vais rester là. Juste j'ai de la conscience dessus, je sais ce que je fais. Mais ta réputation est importante aussi pour servir l'autre, parce que là c'est vraiment l'angle que j'ai envie de prendre dans cette vidéo. Ta réputation est importante pour être au service de l'autre, parce qu'il ne va pas te faire confiance comme ça au petit bonheur la chance. C'est à toi de construire les conditions qui permettent à l'autre de te faire confiance pour qu'il puisse se bouger. Ton rôle, c'est qu'il se bouge. Ton rôle, c'est que les choses changent pour lui. Et c'est en changeant les choses pour lui que tu vas pouvoir changer les choses pour toi dans ton activité. Tu vois, ton rôle est d'être au service. Et être au service, c'est pas rester une petite personne discrète, petite, qui fait bien attention à pas être au-dessus des autres. Non, être au service, c'est prendre cette putain de posture qui permet d'avoir de l'impact. Et si tu ne prends pas cette place, tu n'auras jamais d'impact. Et si tu n'as jamais d'impact, tu passes à côté de ta mission. Si tu passes à côté de ta mission, ton estime tombe en flèche et tu t'emmerdes. Et du coup, en fait, tu te retrouves dans la situation exacte dans laquelle tu laisses ton prospect. C'est que tu es dans une forme de léthargie, de passivité. Et toi-même, tu ne te bouges pas le cul. En fait, c'est d'abord à toi d'incarner, d'être modèle pour pouvoir faire bouger l'autre. Et voilà, j'ai fait une petite digression sur cette partie transmission qui revenait un peu vers l'incarnation parce que ça, en fait, ça part de là en amont. Si je suis capable d'incarner, alors je suis capable de transmettre beaucoup mieux, beaucoup plus en profondeur et de manière beaucoup plus impactante. Tout est lié, on a un fil, on le tire jusqu'au bout. Mais là, on revient à cet espace de transmission, empathie, transformation. Donc d'abord, tu poses en premier lieu de l'empathie, de la compassion et du respect. Les trois. L'empathie seule, c'est suffisant pour vendre. J'ai vu un truc très intéressant il n'y a pas longtemps qui disait on confond empathie et compassion. Parce que finalement, un prédateur a énormément d'empathie. C'est ce qui lui permet de prédire les réactions de sa proie pour pouvoir mieux la choper. Donc un prédateur peut avoir de l'empathie à fond, mais il n'a pas nécessairement la compassion qui va avec parce que lui, son rôle, ça va être de chasser et de se nourrir. Donc je mets empathie, compassion, respect. En vrai, tu peux te comporter comme un prédateur et vendre de manière exponentielle avec juste l'empathie. Donc les deux autres, c'est seulement si tu veux le faire de manière humaine, avec le respect de l'autre et réellement avec le sens du service. C'est facultatif, mais tu comprendras que moi je prône plutôt cet aspect-là. Donc si tu viens travailler avec moi, ce ne sera pas facultatif. Et ensuite, la transformation, ça c'est en quoi ton discours, et quand je dis ton discours, c'est qu'on est vraiment là dans la communication. Je parle de transformation de l'autre dans ta communication. On n'est pas encore dans ton service, on n'est pas encore au sein de ton produit, on est dans ta communication. Et oui, je parle de transformation à cet endroit-là. Donc en quoi ton discours sort l'autre de son état de fatalisme, de figement ou d'impuissance, cet état dans lequel il se trouve et dont il a besoin de sortir pour pouvoir s'engager dans ta proposition, s'engager de lui-même, tu vois. Il a besoin que cet élan vienne de lui. Et toi, tu dois provoquer ce mouvement en lui via ta communication. C'est ça ton objectif. C'est pas vendre, c'est provoquer la transformation chez l'autre qui l'amène à s'engager chez toi. Parce que quand tu dis « je veux communiquer pour vendre », tu es en train d'extraire l'autre de l'équation. Or, communiquer, c'est dans la définition. Tiens, il y a deux entités. Il y a toi, il y a l'autre. Si tu oublies que ce dont il s'agit, c'est du lien, tu passes à côté de la dynamique, complètement. En fait, ce que je te dis là, c'est très simple à comprendre si tu le regardes d'une autre manière. Ta communication, c'est l'extension de ton service. Et c'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais faire. Tu sais faire. Ça n'est rien de plus que ce que tu sais déjà faire. Mais c'est l'expression de ce que tu sais faire sous une autre forme. J'aime bien ce concept-là. Je l'ai amené rapidement
il y a un moment dans d'autres contenus, mais ça mériterait d'être développé. Ta communication est l'extension de ton service. C'est ce qui se passe en amont, mais tu es déjà en train d'amener la transformation que tu vas provoquer ensuite quand la personne s'engage avec toi. Tu provoques en fait le début de la transformation. Tu fais en sorte que la personne soit déjà dans le cheminement. Elle est déjà dans le process. C'est pour ça qu'elle veut aller plus loin. C'est pas je pars de zéro et j'ai soudainement envie qu'il se passe quelque chose, mais j'ignore quoi. Parce qu'au final, la personne, elle ne saura pas ce qu'elle va expérimenter tant qu'elle n'y a pas goûté. Donc on est vraiment sur un modèle de vente par échantillon, tu vois. C'est vraiment ce truc de tu vas dans une parfumerie et t'achètes n'importe quoi, un parfum, des boules de bain, et on te file des échantillons. Parce que quand tu vas commencer à goûter, pareil quand tu passes devant un resto et qu'on te file des petites parts de pizza quand tu es à Saint-Michel par exemple, eh bien tu goûtes et là tu goûtes une expérience et si elle te plaît, l'expérience à cette petite échelle, tu dis ah là j'ai envie d'en avoir plus. C'est vraiment l'effet échantillon. Et dans ta création de contenu, il y a de ça. Je te livre des échantillons de mon énergie. Je vais tirer un maximum de punchline de cette vidéo parce que je trouve qu'il y a vraiment des pépites en termes de vision de la communication qui méritent d'être diffusées. Donc en fait, tes contenus, c'est goûter à l'énergie que tu vas balancer à l'intérieur de ton service, de ton offre. Goûter au type de prise de conscience, goûter à l'état d'esprit, goûter à ce mouvement que tu as envie de créer à l'intérieur de l'autre. S'il ne goûte pas à l'expérience dans le corps, dans le mental, à l'endroit où toi tu veux que ça bouge, tu vois. S'il ne goûte pas à cette expérience, alors ça va être difficile pour lui de se projeter, de comprendre qu'est-ce que tu vends. Parce que t'as beau amener une espèce de bouillie de langage, moi je le vois bien, hein, que les mots que je balance sur ma bannière et tout ne traduisent pas l'énergie que je balance dans mes contenus et l'énergie que je balance en présentiel. Et du coup, ouais, ça a tendance, ça c'est mon défaut de communication à moi, ça a tendance à créer de la confusion chez l'autre. Parce que il goûte à quelque chose qu'il n'arrive pas à définir avec des mots. Et c'est vraiment ça le truc. Et moi, il est hors de question qu'il goûte à autre chose que ce que j'envoie parce que c'est clairement ça, ma force, tu vois. C'est de balancer une énergie qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'il connaît déjà. C'est pour ça que les gens viennent vers moi. Parce qu'ils goûtent à ça. Donc ça veut pas dire que j'ai rien à ajuster dans ma communication. Au contraire, j'ai vraiment un truc de ouf à ajuster dans ma communication pour qu'il y ait cette lisibilité, cette compréhension mentale. Mais ça, c'est pour te dire en fait que ce que j'observe souvent en face, donc chez mes clients, chez mes prospects, chez vous, c'est l'effet inverse. C'est d'amener peut-être de la compréhension mentale et ça va marcher à un certain niveau. C'est-à-dire que parfois, ça va vous ramener beaucoup de gens parce qu'ils ont des repères, leur mental fait confiance, beaucoup de gens fonctionnent au mental comme ça. Mais ça va amener aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément alignés avec votre énergie. Et ça, faut bien le comprendre. Du coup, tu peux avoir une activité qui monte en termes de chiffres, en termes de clientèle et à un moment donné, toi, tu vas t'épuiser quelque part. Tu vas t'épuiser à essayer de faire comprendre des trucs à des personnes en face qui n'ont pas pigé parce qu'elles ne le ressentent pas dans leur corps, tu vas t'épuiser avec des personnes qui ne sont pas réceptives autant à ton énergie qu'elles le devraient en entrant dans ta proposition. Il y a quelque chose de désaligné, tu vois, dans le lien à l'autre, parce que tu n'as pas pris assez en compte le lien à l'autre dans ta communication en amont, parce que tu n'as pas pris assez en compte en amont le fait de pouvoir faire goûter à une expérience et à une énergie pour que ce soit exactement ça que les personnes cherchent avec toi. Je suis vraiment impliquée dans ce que je te transmets là. Et j'ai vraiment envie que tu en retires quelque chose. Donc, si je reprends à l'endroit de ta communication est l'extension de ce que tu proposes déjà dans ton service. Donc c'est ni plus ni moins que exactement ce que tu sais faire et ce que tu sais dire. C'est comme moi là, en fait. Parle des sujets qui te lancent direct sur une énergie, qui te lancent à tel point que ça fait 49 minutes 34 que tu parles devant ta vidéo et que tu n'avais pas prévu de faire un contenu aussi long et que ça va finir en masterclass alors qu'à la base c'était censé juste être une vidéo dans laquelle tu balances un point de vue. En fait, tu vas chercher ce qui est déjà présent en toi qui t'anime. Tu vas chercher ce qui est déjà suffisamment fort en termes d'énergie pour que ça surgisse de soi. Et c'est pas aller choper des trucs qui pourraient faire bien dans ta communication. Oui, bien sûr que tu parles de sujets qui intéressent ton audience parce que tu es au service de l'autre. Bien sûr que tu cherches des sujets avec des mots-clés qui vont faire tilt dans la tête des gens parce que ton objectif, c'est d'accrocher leur attention parce que ton objectif, c'est d'être entendu. C'est pas de te cacher, c'est d'être diffusé un maximum. C'est d'atteindre un maximum de personnes. Donc bien sûr que tu vas t'adapter à certains codes, mais le sujet dont tu parles en fait, le sujet que tu abordes, la thématique que tu développes, c'est parce que ça t'anime profondément. Et bien souvent, en fait, tu t'es lancé dans quelque chose qui t'anime.
Tu t'es lancé dans quelque chose qui a du sens pour toi. Donc ta communication ne fait pas exception à cette règle. C'est pas quelque chose qui s'ajoute et qui doit être un boulet que tu traînes pour enfin pouvoir ramener les gens chez toi. C'est quelque chose qui fait partie de ton écosystème, qui fait partie de ta passion. Ta communication doit être un endroit où tu es aussi passionné qu'à l'intérieur de ton service. Pourquoi, bordel, est-ce que vous passez votre temps à opposer les deux? C'est la même chose. C'est le même mouvement, c'est la même dynamique, c'est la même passion, c'est la même envie. En fait, si t'as pas assez d'envie dans ton service, là c'est un problème. Par contre, si t'es à fond quand t'es avec ton client, que tu transmets quelque chose, et que t'arrives pas à être autant à fond dans ta com, c'est toi qui t'inventes un problème. Il n'existe pas. La frontière n'existe pas. C'est qui tu es qui transmet à quelqu'un. C'est qui tu es qui transfère de l'expérience. C'est juste ça. Et ce qui te bloque, c'est une espèce de cumul de croyances, de cumul de peurs, de cumul d'idées qui n'ont pas été assez fouillées et qui restent en surface. Beaucoup ça. Ça, j'observe énormément. Oui, mais si je communique sur ça, ça va... Ça. En fait, tu as chopé la première idée pour être sûr d'avoir un prétexte pour pas communiquer, ou pour pas y aller à fond, ou pour pas parler de ce qui va vraiment faire bouger les choses pour l'autre. T'as chopé la première idée, t'as transformé ça en peur, t'as mis une belle croyance par-dessus ta peur pour être bien sûr de pas l'affronter. Et du coup, la communication, non, c'est compliqué. Non, c'est aussi naturel que ce qui se passe quand t'es en face de ton client. Je vais pas me répéter, parce que sinon je vais pouvoir te répéter en boucle comme un mantra. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Mais fais ça en fait. Mets-toi chez toi. Et puis on s'en fiche du ridicule. Et tu te poses comme ça, en tailleur, méditant, je sais pas, pour dire, si t'as l'habitude de méditer, moi ça dit à mon corps, concentre-toi, focus. Tu vois, dès que je me mets en position de méditation, mon corps il dit, ah ok, c'est maintenant qu'on s'arrête. D'accord, on s'arrête. Il a créé un automatisme comme ça. Donc tu prends la position qui est la meilleure pour toi pour lâcher prise et tu te répètes en boucle. Il n'y a pas de frontière entre mon expertise et ma communication. Il n'y a pas de frontière entre mon service et ma communication. Il n'y a pas de frontière entre ce qui m'anime et ma communication. Tous les angles sont bons, tu vois. Il n'y a pas de délimitation qui t'empêche d'avoir une communication qui te ressemble. Ça n'existe pas, c'est imaginaire. Je crois qu'en fait, plus je vais chercher justement exactement à cet endroit-là, plus je vais chercher à créer des contenus sur des sujets qui m'animent naturellement, plutôt que d'essayer de construire quelque chose qui part d'une structure extérieure, et plus je me vénère dans mes vidéos. Je sais pas si t'as remarqué, je me vénère de plus en plus dans mes podcasts et dans mes vidéos, mais parce qu'en fait, je fais ce travail pour moi aussi, tu vois, de me recentrer de plus en plus proche, toujours, de ce qui m'anime réellement et profondément. Et si je te transmets ça, c'est parce que je l'applique déjà pour moi. Et crois-moi, ça change tout. Ça fait 54 minutes 32 que je parle devant cette caméra. Et mon enthousiasme, mon énergie sont intacts. En fait, ils sont grandissants. Parce que plus je te parle et plus j'ai envie de te transmettre des choses. Parce que pour moi, tu es là, en face de moi. J'ai une lampe, une caméra, un petit pied, mon écran avec mon schéma. Et pour moi, en fait, tu es déjà là. Tu es déjà en train de m'écouter. Je ne suis pas en direct, mais c'est tout comme. Parce que mon énergie est axée sur la transmission. Parce que, en fait, j'ai beaucoup plus envie de t'envoyer ce message que de te vendre ma putain d'offre. Après, si tu veux prendre mon offre, c'est cool. Je suis contente. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne là-dessus, c'est vraiment cool. Parce que c'est la vocation, finalement, à faire bouger les choses, elle va passer par là, elle va passer par l'accompagnement. Parce que là, on est dans l'échantillon. Mais le fait de transmettre ça a une valeur suffisante en soi pour que ça me donne de l'énergie. Et quand tu crées des contenus, en fait, ça doit te donner de l'énergie. Ça doit pas t'en bouffer. Tu comprends ça? Exactement comme la majorité des gens, en fait, qui sont animés par ce qu'ils font, ils sont en séance et me disent « Ouais, mais quand je suis avec des clients, ça me donne de l'énergie. » Et à côté, ils me disent « Quand j'essaie de créer des contenus et je passe 2 heures à faire un texte, ça me bouffe de l'énergie. » Il y a un truc qui va pas. C'est qu'en fait, t'as fait de ça une espèce de bulle que tu mets à part. C'est pas ok. C'est pas ok du tout. Sur quoi je voulais conclure, j'ai fait une énième digression, mais je pense qu'elle était importante. Ouais, communique avec les armes qui sont les tiennes. Je voulais finir vraiment là-dessus. Communique avec les armes qui sont les tiennes. Ne communique pas en empruntant des accessoires autour de toi qui appartiennent aux autres. C'est un peu comme si tu étais un guerrier qui... On le provoque en duel et tu dois choisir ton arme et tu te dis « Ok, moi je suis très douée à l'épée, mais là je vais tenter le fléau.
ça va être rigolo, parce que j'en ai vu un, il le maniait vachement bien, ça avait l'air cool. Moi, j'en ai jamais eu en main, mais je tente. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu risquerais ta vie en duel pour tester un truc à la volée comme ça, qui ne te correspond pas, qui ne correspond pas, tu vois, à ta constitution physique, si t'as pas les bras pour tenir le fléau et que t'es mieux avec une épée fine, et que tu gères ça parce que ta force à toi, c'est l'agilité et la rapidité, tu vas pas soudainement te dire oh bah non, j'ai décidé qu'aujourd'hui je faisais comme si j'étais une espèce de gros baraquet qui est capable en un coup de démonter mon adversaire, tu vois. Enfin, la métaphore est un peu claquée, mais tu vois ce que je veux dire. Tu communiques avec les armes qui sont les tiennes, donc avec ton expertise, avec ta conviction, avec ta capacité à servir l'autre à ta manière. Et ça, c'est des choses que tu connais, parce que tu connais ton métier, tu connais ta posture professionnelle quand tu es en face du client. En fait, ça n'est rien de différent de ça. Comment se fait-il que dans votre communication, d'un coup, vous quittiez votre posture professionnelle? Je le dis parce que je l'observe, mais de manière absolument récurrente. D'un coup, je communique, j'oublie que je suis un professionnel. J'oublie que c'est mon métier. C'est comme si j'étais d'imposteur qui sait pas de quoi il parle. Et ça n'a pas de sens, parce que tu l'as ton expertise. Tu le connais ton métier. Tu sais prendre une posture vis-à-vis de l'autre qui est dans l'accompagnement, tu vois. Donc communique avec les armes qui sont les tiennes. Je vais te laisser là-dessus. Je pense qu'au montage, on arrivera à une vidéo qui fait bien 45 minutes. Mais j'estime que c'est bourré de valeur. Je suis pas sûre encore de ce qui va ressortir, mais je compte bien faire une vidéo sur comment utiliser la concurrence pour être dans une comparaison saine et constructive. Donc comment utiliser en fait le regard que tu portes sur la concurrence comme un marchepied pour augmenter ton sentiment de valeur et d'unicité, pour améliorer ta communication et améliorer tes offres et améliorer tes produits même. J'ai vraiment envie de faire ça, donc je vais voir si je peux le faire à la suite ou si ça arrive un peu plus tard. En tout cas, ça va arriver sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Je vais mettre mon petit logo qui clignote là. On s'abonne à la chaîne YouTube pour soutenir son expansion, n'est-ce pas? Et surtout pour ne pas louper les prochains contenus. Il y a un podcast qui arrive mardi, il y a une vidéo qui arrive jeudi prochain, tous les mardis podcast, tous les jeudis vidéo. Une nouveauté cette année, c'est aussi que je pose un temps marketing à la fin de mes contenus. Donc là, on est en janvier 2024. Et ce mois-ci, je propose une opportunité pour les personnes qui ont des moyens limités, mais qui ont réellement l'ambition de se bouger cette année, de faire la différence et d'être accompagnées en individuel sur leur activité. L'ambition, c'est vraiment d'aller plus loin, plus loin, plus loin que ce que tu pourrais faire seul ou que ce qui se fait habituellement en accompagnement. C'est ça ma spécialité. 5 séances individuelles réparties sur 2 mois. Une disponibilité pendant tout ce temps qui est privilégiée sur Messenger, donc tu passes en priorité dans mes messages et je réponds à tes questionnements. Je livre des outils qui sont soit choisis en fonction de tes besoins, qui peuvent être créés aussi en fonction de tes besoins. Ça ne me pose pas de problème de créer des outils sur mesure. Je propose le tout pour moins de 1000 euros et il y a plein de petits avantages parce que j'ai réellement envie que ce soit une opportunité pour justement les personnes qui me suivent depuis longtemps ou qui me découvrent, mais qui ont, tu vois, qui ont envie de se bouger cette année, qui ne l'ont pas fait avant, qui laissent le temps filer, qui laissent le temps passer sans se mettre en action vers ce qui les inspire. J'ai envie de proposer une opportunité pour que enfin on se dise, voilà, là en fait, c'est accessible pour moi, il n'y a aucune raison que j'y aille pas. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 mois? Je te mets tout en description, mais je te le dis rapidement ici. D'abord, c'est déterminer la signature motrice de ton entreprise. Ce que j'appelle signature motrice, c'est vraiment aller chercher en profondeur ce qui t'anime, le moteur spécifique qui fait que tu vas pouvoir poser ta différence à tous les endroits, dans toutes les zones de ton entreprise, y compris dans ta communication, dans le visible, dans tout ce qu'on vient d'évoquer ici. Donc cette fameuse différence qui est au début du fil qu'on a tiré pendant toute la vidéo. La deuxième chose, c'est placer cette signature au cœur de ta communication, donc ce que je viens de dire, création de contenu, langage, positionnement. La troisième chose, c'est revoir ta stratégie d'acquisition en fonction pour avoir un truc vraiment aligné et fluide. Et la quatrième chose, ça va être renouveler ton univers visuel sur cette base pour un boost de puissance immédiat. Et là, je parle d'univers visuel parce que j'ai vraiment envie que tu puisses avoir une communication où d'emblée, ça se voit que tu as changé de posture. Et d'emblée, ça se voit que tu as monté en niveau en termes d'autorité. J'ai pas envie que ça soit un changement subtil. J'ai envie que ça soit un changement drastique et massif. Au premier coup d'œil, tu vois, on se dit, il y a quelque chose qui se pose là quand même chez cette personne.
Voilà, dernière chose, j'avance avec le Human Design, toujours j'avance avec le Human Design de mes clients, ça me permet d'avoir des clés plus précises et d'apporter justement des clés de fonctionnement qui sont propres à chacun. Je prends le temps de le préciser maintenant parce que je pense qu'il y a une vraie plus-value à utiliser cet outil et ça traduit aussi mon ambition et l'importance que je donne au fait d'adapter l'accompagnement à qui tu es précisément et de pouvoir être justement dans cette écoute active dont je parlais, dans ce respect de l'altérité, la différence de l'autre par rapport à moi. Je ne suis pas en train de fournir un accompagnement à des petits moi, je suis en train de fournir un accompagnement à des personnes qui ont leur unicité, leur spécificité. Moi, c'est tout ce que j'aime. Accompagner les autres dans leur spécificité, dans la reconnaissance de qui ils sont. Donc c'est ultra personnalisé et c'est vraiment orienté. En 2024, les choses changent, ma posture change, mon estime de moi-même change et la hauteur avec laquelle je me présente au monde n'aura rien à voir. C'est ça l'objectif, c'est sûr de moi, c'est moins de 1 000 €. T'as tout en description, y compris un lien pour prendre un appel avec moi. Donc tu n'hésites pas, en fait, tu cliques, on discute, on voit si ça matche avec ton besoin, on voit si ça colle entre toi et moi et on démarre. Salut.